OK, alors bonjour tout le monde, bienvenue à mon cours préféré, le dernier cours. Pas parce que c'est le dernier cours, mais c'est vraiment la matière d'aujourd'hui. On va revoir tout ce qu'on a vu pendant la session. Je vais vous raconter une petite histoire d'une de mes ex. J'avais une blonde qui me disait, écoute Marc, quand je suis avec toi, un plus un fait 3. On n'est plus ensemble, peut-être pas pour cette raison-là, mais ça ne me surprend pas. Mais justement, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que l'ensemble, les composantes ensemble valent plus que la somme des composantes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder une fusion et acquisition. Alors, il y a deux types de... Une fusion, on va commencer avec une acquisition. Alors, toi, tu es une grosse compagnie et tu décides d'acheter un compétiteur qui est un peu plus petit. Tu vas payer cash, on va appeler ça une acquisition. Généralement, une acquisition, elle est mieux vue qu'une fusion parce qu'une fusion, c'est que toi, tu es une grosse compagnie, tu achètes un compétiteur avec du stock, avec des actions de ta compagnie. Alors, supposons que toi, ta compagnie, chaque action vaut 10 et la compagnie acquise, elle vaut 3 millions. Ça veut dire que la valeur des actionnaires vont recevoir 300 000 actions à 10 de ta compagnie et la compagnie ciblée va faire partie de la nouvelle compagnie. C'est moins bien vu. Et la raison, c'est parce que si toi, tu as une bonne idée, puis tu l'achètes cash, alors tu achètes les actionnaires de la cible, tu les payes cash. Tous les profits que tu vas, alors tout ce que tu envisages avec la compagnie ciblée, tous les profits vont aller aux actionnaires existants. Mais si toi, tu as une bonne idée puis tu achètes la cible et tu donnes des actions de ta compagnie, tu es en train de partager tous les profits futurs de ton projet avec les anciens actionnaires ainsi que tes actionnaires. Alors, si ton idée est vraiment bonne, tu ne veux pas partager ça avec d'autres personnes, alors c'est un signal au marché que tes projets ne sont pas si bons. Alors, imaginez Air Canada et Canadian Airlines qui ont fusionné dans les années 90. C'était un mariage fait en enfer, c'était une catastrophe. Alors, Air Canada avait 3 syndicats, Canadian Airlines avait 3 syndicats. Aujourd'hui, la compagnie fusionnée, elle a 11 syndicats. Je ne sais pas comment ça arrive à ça. J'ai travaillé chez Air Canada, c'est pire qu'une compagnie gouvernementale. Je veux dire, Air Canada avait 3 types d'avions, Canadian Airlines avait 3 types d'avions, ils ont 8 types d'avions dans la flotte aujourd'hui. C'est pas logique. Alors, si tu regardes Delta puis la compagnie Delta aux États-Unis, ils ont un type d'avion pour des vols internationaux, puis ils ont un type d'avion pour du domestique et la titre. Alors, tu as 2 types de mécaniciens. Alors, tu as besoin d'avoir tout plein de types de mécaniciens pour des types d'avions. Il y a des avions avec des propellers, avec des propellers, je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Alors, honnêtement, Air Canada est tellement mal géré. Quand j'ai été congédié chez Air Canada, je me suis retrouvé enseignant à l'UQAM. Puis être congédié chez Air Canada, c'était une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver. OK, donc, quand on parle de fusion-acquisition, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Hélice. Alors oui, propeller, c'est hélice. Merci, Marissa. OK, donc, mergers and acquisitions, c'est fusion-acquisition en anglais, mais généralement, on appelle ça murders and executions parce que tu vas détruire de la valeur. Si tu regardes en 1999, c'était l'année où il y avait le plus d'acquisitions. Alors, c'était le boom du dot-com, il y avait beaucoup de consolidation, beaucoup de personnes se faisaient acheter. Alors, si tu avais n'importe quelle compagnie qui s'appelait dot-com, alors IHateMyBrother.com, tu pouvais le vendre pour 1 milliard de dollars. Alors, il y avait beaucoup de milliardaires dot-com, ceux qui ont vendu, puis ceux qui n'ont pas vendu, écoute, tout le dot-com s'est écrasé. Alors, en 1999, c'est là où il y avait le plus de murders and executions, de fusion-acquisition. Mais la plupart de la valeur qui était censée être acquise n'a jamais été acquise. Alors, je vais vous apprendre un nouveau mot aujourd'hui, c'est le mot hubris. H-U-B-R-I-S, c'est de l'arrogance. C'est l'arrogance du gestionnaire. Alors, on appelle ça managerial hubris. Alors, imaginez un homme qui est en train de conduire, il ne veut pas regarder le GPS, il est perdu, il ne veut pas demander des directions. Ça, c'est du hubris. Je suis trop intelligent pour demander des directions. Ça, c'est du hubris. Et malheureusement, c'est vrai dans la plupart des dirigeants de toutes les compagnies. Alors, regardez Donald Trump. Ça, c'est du hubris à l'extrême. Il pense tout être capable de faire, il est capable de rien faire. Alors, on surévalue tout le temps nos talents personnels. Alors, on va regarder, dans les années 2000, puis 99 et 2000, il y avait beaucoup de fusions-acquisitions. Alors, Glaxo, qui est une compagnie pharmaceutique, avait acheté SmithKline Beecham pour 76 milliards cash.
AOL a fusionné avec Time Warner, ou c'est Time Warner qui a acheté AOL pour 165 milliards de dollars. Et je pense que quand Time Warner a vendu AOL, ça c'était les premiers Internet, ils ont vendu ça pour 8 milliards. Alors, c'était une catastrophe. Time Warner, c'était une grosse compagnie avant, mais cette fusion a détruit tellement de valeur pour les actionnaires. Tu as Air Canada et Canadian Airlines qui était un échec total. Écoute, même aujourd'hui, la compagnie, on dit qu'elle serait meilleure si on défusionnerait la compagnie 20 ans plus tard. C'est toujours un échec. C'est pour ça que quand le prix d'Air Canada a craché, quand le prix de Air Canada avait craché au mois de février, j'ai acheté plein de titres ailleurs. Air Canada avait craché de 80 %. Elle est en hausse aujourd'hui, mais tout est en hausse aujourd'hui. Air Canada, elle avait craché de 50 $ à 10 $. J'ai acheté pour 13 $ les 100 actions de Air Canada, mais juste 100 actions. C'est vraiment un dead cat bounce, ce qu'on appelle. Écoute, ça tombe assez, ça va bondir un peu, ce qui est vrai. Alors, déjà, mon investissement a doublé, mais j'ai juste acheté 100 actions parce que, écoute, je ne veux vraiment pas avoir Air Canada dans mon portefeuille. Rogers voulait acheter Vidéotron en 2001. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Pierre-Carl Péladeau, il avait dit, il était chez Québécois, il a dit non, nous, tout le monde est en fureur parce que Rogers voulait acheter Vidéotron et c'est Québécois qui a finalement acheté Vidéotron. Et c'était un succès, mais c'était un succès à l'époque parce que Vidéotron, c'était le super club Vidéotron. Alors, ce n'était pas ce qu'on a aujourd'hui, l'Internet. Alors, c'était un succès, mais après le fait. Tu avais InBev, qui est une des plus grosses compagnies au monde de bière, qui a acheté Anheuser-Busch en 52 pour 52 milliards. Alors, c'est juste un peu de consolidation. Tu as Pfizer qui a acheté Wyeth. Tu avais Pfizer qui avait acheté Pharmascience en 99. Par la suite, elle a acheté Wyeth pour 68 milliards en 2009. Alors, Pfizer, c'est la compagnie qui fait Viagra, mais récemment, c'est aussi la compagnie qui a trouvé un des vaccins. Un des deux vaccins qui ont du succès, c'est Pfizer. Alors, c'est une grosse compagnie pharmaceutique, mais Pfizer, c'est plus des produits comme du cardiovasculaire. Viagra, c'est récréationnel, mais le cardiovasculaire ou le cholestérol, Celebrex, je pense que c'est Pfizer qui fait ça aussi. Ça, c'est pour la douleur, pour l'arthrite. Mais je veux dire, c'est des médicaments qui sont pris de façon chronique, alors pour des maladies chroniques. Alors, Pfizer, c'est une immense compagnie. J'ai déjà eu Pfizer dans mon portefeuille. Et BHP Billington, c'est une compagnie qui a de l'engrais. Alors, ils ont voulu acheter la compagnie Potash du Saskatchewan. Mais Potash au Saskatchewan, la compagnie d'engrais, c'est comme Hydro-Québec au Québec. Imaginez si tu as General Electric qui voudrait acheter Potash, qui voudrait acheter Hydro-Québec. Les Québécois seraient en fureur. On s'en fiche si c'est profitable pour des Québécois. On serait en fureur. Non, je ne sais pas Hydro-Québec, malgré le fait que j'ai travaillé chez E.ON comme actuaire pour Hydro-Québec. C'est une autre compagnie comme Air Canada qui n'est pas efficace dans ses opérations, mais c'est une société d'État. Mais justement, les Saskatchewanais étaient en fureur contre ça. Ils ont bloqué ça. Alors, ça, c'est des exemples de fusion-acquisition. Des fois, ça a du succès, mais pour la plupart, on a tendance à surpayer pour la cible. On va faire le calcul selon nos hypothèses, mais historiquement, si une compagnie valait 100 millions, on était prêt à payer pour 1 milliard pour cette compagnie, surtout en 1999. Une autre type d'acquisition, c'est un leveraged buyout. Alors, ça, c'est une acquisition avec de la dette par les gestionnaires. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si on regarde, j'ai parlé de Tim Hortons à un moment donné. En 2005, Tim Hortons avait été vendu pour Wendy's pour, je pense, 2 milliards de dollars. 1 milliard, c'était du goodwill. Puis, en 2010, Wendy's n'était pas satisfait de Tim Hortons, voulait s'en débarrasser. Alors, tous les dirigeants de Tim Hortons qui sont restés à la compagnie, ils ont décidé de racheter Wendy's en empruntant de l'argent. Alors, le niveau d'endettement de la compagnie était de 99 %, mais ils ont racheté Tim Hortons de Wendy's et quelques années plus tard, ils ont revendu Tim Hortons, cette fois-ci, à Burger King. Alors, généralement, des leveraged buyouts. Il y a un livre que moi, j'ai sur mon Kindle, que j'ai intention de l'acheter, c'est Barbarians at the Gate. C'est l'histoire de RJR Nabisco. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les dirigeants de Nabisco, alors c'est les biscuits Premium Plus puis Ritz, si je ne me trompe pas, les dirigeants de cette compagnie
ont tellement mal dirigé la compagnie, le prix de l'action, elle avait planté. Alors, les dirigeants ont dit aux actionnaires, pour sortir la compagnie du trouble, il faudrait reprendre cette compagnie privée. Alors, acceptez-vous qu'on prenne la compagnie privée? Alors, ce qu'ils sont en train de demander, vendez-nous vos actions au nouveau prix réduit. Les actionnaires ont dit oui. Ils ont acheté RJR Nabisco. Tous les problèmes qui existaient, ils les connaissaient parce que c'était eux le problème. Ils ont éliminé ces problèmes-là. Puis 2 ans plus tard, ils ont revendu RJR Nabisco. Ils ont été publics une deuxième fois pour un gros montant. Alors, encore une fois, pour les leverage buyouts, généralement, si c'est management qui achète la compagnie, si le prix de la compagnie est vraiment bas, c'est parce que le management était inefficace. Et si le prix de la compagnie, si le management est efficace, le prix de l'action va être vraiment haut. Ce n'est pas à leur avantage de l'acheter. Donc, c'est tout simplement la compagnie est achetée par ses dirigeants, puis les actionnaires sont rachetés. Alors, on appelle ça un leverage buyout. Leverage, ça veut dire avec de la dette. Alors, après l'acquisition de Tim Horton, la compagnie avait plus d'actions, très peu d'actions, et 99% de la compagnie était financée par de la dette. Alors, après ça, tu as tendance à faire baisser ton niveau d'endettement. OK, une synergie. Alors, c'est quand ma blonde, mon ex, me disait 1 plus 1. Oups. C'est comme ma blonde disait 1 plus 1, ça fait 3. Alors, la compagnie, l'acquéreur, elle a une certaine valeur. Supposons que l'acquéreur vaut 5 milliards et la compagnie ciblée, elle vaut 1 milliard. Les deux séparés, en tout, valent 6 milliards. Mais quand tu combines les deux, tu te débarrasses d'un bureau-chef. Alors, les succursales qui sont en compétition entre elles, tu vas en fermer un. Alors, toutes les ventes, tu vas les consolider. Si tu fermes une succursale à Brossard, peut-être tu pourrais ouvrir une succursale à Châteauguay et avoir les mêmes employés. Alors, tu as des opportunités d'investissement. Peut-être que la cible est en détresse financière, elle avait trop de dettes, mais elle n'était pas capable de la gérer. Mais la cible maintenant, alors la cible a payé du 8 parce qu'elle était tellement endettée, mais l'acquéreur est tellement peu endetté, elle rachète la dette à 8 puis elle la renégocie à 4 Alors, c'est tous des gains qui peuvent être créés, un bureau-chef de la cible qui va être éliminé. En plus, si l'acquéreur vend un type de produit qui est un complément du produit de la cible, maintenant, les deux compagnies peuvent augmenter, faire du upselling de leurs produits. Alors, si tu as une compagnie qui fait de la peinture, puis l'autre compagnie qui fait des brosses à peinture, la compagnie fusionnée est capable de vendre des produits qui sont complémentaires. Donc, plus de ventes. Les coûts variables vont probablement demeurer constants. Les coûts fixes, il y en a une grosse partie qui vont être éliminés. Tu as des gains de synergie financière. Et aussi, souvent, pour une petite compagnie, la petite compagnie qui a été rachetée, les actionnaires ont tendance à demander un rendement plus élevé qui augmente le coût du coût du capital, qui réduit la valeur de la cible. Donc, si tu es prête à acheter, si l'acquéreur, son coût du capital est plus bas, la valeur de la cible vaut plus pour l'acquéreur. Les actionnaires de la cible sont prêts à accepter de vendre leur titre parce que ça vaut plus la peine de vendre leur titre que de laisser traîner leur investissement. Donc, 1 plus 1 est égal à 3 en d'autres mots. Donc, la valeur d'une synergie. Tu regardes la compagnie fusionnée. Alors, je vais dénoter la compagnie AC. Alors, l'acquéreur et la cible, la compagnie fusionnée. Je regarde la valeur de la compagnie fusionnée et je compare ça avec la valeur de l'acquéreur et la valeur de la cible. Et la différence entre les deux, on appelle ça des synergies. Donc, la valeur de la compagnie fusionnée, c'est la valeur de la compagnie A, la valeur de la compagnie ciblée, l'acquéreur et la cible, plus tous les gains de synergie que la fusion va apporter. Maintenant, on va déterminer c'est quoi la valeur de la cible. Le minimum que les actionnaires de la cible sont prêts à recevoir, c'est la valeur de la cible. Et le maximum que l'acquéreur est prêt à payer, c'est la valeur de la cible plus le total des synergies possibles de cette entreprise. Donc, en théorie. Donc, si la valeur de l'entreprise ciblée est de 200 millions, et nous, on pense créer 200 millions de synergies, on serait prêt à acheter la cible pour entre 200 millions et 400 millions. Mais la réalité, alors, si la valeur de la cible est de 200 000, puis les synergies attendues sont de 200 000 aussi, ça voudrait dire que pour l'acquéreur, le maximum qu'il serait prêt à payer, c'est 400 millions. Entre les deux, on va négocier un prix, puis tout le monde va être heureux.
Mais la réalité, c'est que la plupart des acquéreurs vont payer un prix qui est beaucoup trop élevé. Et c'est ça qui est arrivé dans les années 90. On surestimait notre potentiel après notre acquisition. Alors, c'était comme quand le Canadien avait signé Scott Gomez. Hey, écoute, ça va être super bon. Puis, il a été 1 an sans poter un but. Alors, c'est ça qui arrive la plupart du temps. Donc, on va revenir un peu à la question de cash flow. Alors, on avait vu au début de la session que cash flow, c'est le bénéfice net plus la charge de dépréciation. OK? Ça, c'est quand on avait un projet au temps zéro et qu'on avait juste des cash flows futurs par la suite. Mais la réalité pour une entreprise, c'est qu'elle va avoir des cash flows de ce genre à chaque année. Mais à chaque année, on va avoir des investissements, alors du CAPEX, alors des investissements initiaux I0 qu'on avait vus. Mais dans 1 an, on va avoir d'autres projets. On va avoir un I0, alors un I1 pour le projet, tous les projets au temps 1. On va avoir des I2, tous les projets au temps 2. En anglais, on dit Capital Expenditures ou CAPEX. Alors, c'est des investissements initiaux pour des nouveaux projets. Alors, tu achètes une nouvelle bâtisse et de quoi? On avait vu que pour des nouveaux projets, on a un fonds de roulement additionnel, alors un networking capital nécessaire. Alors, si Walmart ouvre un nouveau target, ils vont payer 10 millions pour les installations, puis ils ont besoin de peut-être 10 millions d'inventaire. Alors, un fonds de roulement supplémentaire. Puis, en plus, nous, on va traiter les dividendes privilégiés. Alors, on va regarder le cash flow qui va aux actionnaires ordinaires. Jusqu'à présent, on regardait le cash flow total, puis on n'assumait aucun cash qui sortait par la suite. Et ça, c'est le cash flow qui va à tous les actionnaires, mais on va enlever le preferred dividend et on va regarder juste le cash flow qui va aux actionnaires ordinaires. Et vu qu'on regarde le cash flow qui va aux actionnaires ordinaires, on ne va pas utiliser WACC. On va utiliser le rendement des actionnaires de la compagnie. Alors, on va enlever tous les cash flows. Alors, dans le bénéfice net, on enlève les taxes, on enlève les intérêts. On enlève le dividende privilégié. Alors, on regarde juste le cash flow qui va aux actionnaires ordinaires. On va donc escompter les cash flows avec le rendement attendu des actionnaires. Donc, on va utiliser le rendement des actionnaires et non WACC. Pourquoi? C'est les cash flows qui ne vont pas à l'entreprise, mais les cash flows qui vont directement aux actionnaires. Et cette semaine, on va tenir compte de la charge d'intérêt. Et la raison, c'est parce que certaines fusions. Alors, pendant la session, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'avant, après l'acquisition d'un projet, la charge d'intérêt, il y avait un petit montant d'intérêt qui pourrait changer, mais le coût du capital ne changeait pas. Mais si notre projet, comme au cours 6, notre projet, c'était de renégocier de la dette, bien là, le coût du capital, ça change. Et aussi, le projet, si on achète une compagnie ciblée, puis on renégocie leur dette, donc on va tenir compte des charges d'intérêt. Alors, dans le bénéfice net, ici, on va tenir compte de la charge d'intérêt pour l'acquéreur et pour la cible, ainsi que la compagnie fusionnée. Donc, 2 types de synergie opérationnelle. Donc, j'élimine un bureau chef. Je fais du upselling. Alors, la compagnie qui faisait de la peinture et la compagnie qui faisait des brosses, de peinture, maintenant est capable de vendre les 2 produits. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 types de salesmen. Un bureau chef va être éliminé. Si les 2 compagnies avaient du marketing, alors supposons que ça ne va jamais arriver, General Motors achetait Ford, alors le marketing de 10 milliards, chaque compagnie a 10 milliards de marketing par année. Je veux dire, ils vont juste avoir besoin ils peuvent enlever peut-être du 20 milliards total, ils peuvent éliminer 8 milliards de marketing. Alors, si tu as du research and development, regarde Pfizer quand elle avait acheté Pharmascience ou Pfizer quand elle avait acheté Wyeth. Alors, les 2 compagnies avaient du R&D. Alors, si les 2 compagnies pensent être en compétition pour trouver la même prochaine molécule et avoir le brevet en premier, si tu achètes un compétiteur, tu peux tout fusionner ton R&D et tu peux réallouer, faire la réallocation de ton R&D pour maximiser le potentiel à la recherche. Il y avait une compagnie, il y avait une compagnie canadienne qui faisait juste, il y avait une compagnie canadienne qui faisait juste des acquisitions. Elle voulait acheter Allergan, puis elle a été bloquée. J'oublie c'était quoi. Allergan, c'est ça. Ils ont trouvé un Golden Knight, mais c'était quoi?
C'était quoi qui était. Il y avait une compagnie qui voulait l'acheter. Puis c'était aux nouvelles. Ils ont même fait une télésérie Netflix qui s'appelait Dirty Money à propos de cette compagnie-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Où? J'oublie. C'était une compagnie que Farmer Bro ne travaillait pas. Valiant, merci. Écoute, Sarah Brigitte, je vais te donner un point pour ça. Je vais le noter. Mais Valiant, c'était la compagnie. Alors, je ne sais pas, la compagnie, elle existe tout le temps, mais c'est la compagnie qui charge, qui achète. Alors, tu as un médicament qui coûte 5 à être fait. Alors, je vais essayer de trouver Valiant. Je ne sais pas si elle existe toujours. Non, ça n'a pas l'air d'exister. Valiant. Non, ça n'existe plus. Alors, je pense qu'elle a été fermée. Alors, qu'est-ce que Valiant faisait? C'est qu'elle était tout le temps en train d'acheter un compétiteur. Puis, avec Allergan, ils ont essayé d'acheter, je vais voir si c'est marqué ici. Ben, c'est ça. Alors, ils ont essayé d'acheter Allergan. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle était tout le temps en train d'acheter un compétiteur. Elle mettait tout le research and development à porte, puis tous les médicaments qui existaient, qui avaient des brevets, au lieu de les vendre pour 1 $ la molécule, ils les vendaient dorénavant pour 800 $. Alors, les pompes Ventolin qui coûtaient Beclofort qui coûtaient 800 $, c'est ça la compagnie. Ben, c'est ça. Alors, ben, c'est justement, c'était un peu comme Enron, ils manipulaient leur compagnie. Et la compagnie, elle a été fermée. Mais à un moment donné, la compagnie, elle valait 150 billions de dollars. Le prix de l'action, je pense, qui était monté jusqu'à 400 $. Puis elle avait perdu comme 95 de. Elle avait perdu 95 de sa valeur. Alors, elle, tout ce qu'elle faisait, c'était faisait des acquisitions, puis elle mettait le R&D à porte, puis elle prenait juste les cash flows. Puis Farmer Bro, je pense qu'il travaillait pour Valiant. Alors, des médicaments qu'au Canada, ça coûte le gouvernement canadien 1 $ la pilule, ou Beclofort, la pompe Beclofort, qui coûte comme 25 $ au Canada, elle coûte 800 $ aux États-Unis. Alors, si tu n'avais pas d'assurance aux États-Unis, c'est une des compagnies qui faisait du gouging. Une synergie opérationnelle, c'est généralement, tu vas ajouter de la valeur pour tes actionnaires. Et l'idée, c'est que plus de ventes, moins de coûts, une étendue. Tu pourrais faire une acquisition pour, on appelle ça pour aller dans un nouveau pays. Alors, quand Walmart voulait aller, quand Target voulait venir au Canada, elle a acheté Zellers. Ça n'a pas fonctionné, mais elle a fait l'acquisition de Zellers, elle a fermé les Zellers, elle a ouvert des Target. Puis c'est une façon de venir dans un nouveau pays. Alors, quand Walmart voulait aller en Corée, en ce moment, Walmart est en train de fermer ses boutiques au Japon, mais quand elle voulait aller dans certains autres pays, elle faisait une acquisition au lieu de tout simplement rentrer comme Walmart. Alors, il y a des raisons pourquoi une acquisition pourrait fonctionner. Quoi d'autre? Une synergie financière, c'est lorsque tu es capable de réduire le coût financier. Alors, tu es capable de renégocier la dette ou donc, comme la compagnie ciblée, une PME, généralement, les actionnaires s'attendent à un rendement plus élevé. Donc, la valeur pour les actionnaires existants est plus petite que la valeur pour l'acquéreur. Donc, ça, on appelle ça une synergie financière. Tu rachètes des titres à du 15 avec de la dette ou des actionnaires qui s'attendent, de la dette à du 5 ou des actionnaires qui s'attendent à du 10 Ça, c'est une synergie financière. En passant, on a un exemple pour tout le cours aujourd'hui. Je le trouve beau, l'exemple. OK. Alors, juste pour vous montrer l'idée d'une synergie financière, ce n'est pas dans tous les pays qu'on peut faire ça, mais si on regarde l'acquéreur, un petit exemple facile. L'acquéreur vaut 600 millions, elle a 300 millions de dettes. La cible, elle vaut 400 millions, elle a 100 millions de dettes. Alors, tu regardes le niveau d'endettement, 50 de l'acquéreur, 25 c'est le niveau d'endettement de la cible. Alors, si ton niveau d'endettement est aussi bas que 25 tu es capable d'emprunter à du 5 les actionnaires s'attendent à du 10 Donc, on appelle ça le sous-financement. Alors, si on regarde l'effet de levier de cette compagnie, alors, tu as l'acquéreur qui a 600 000 d'actifs, 600 millions d'actifs, 300 millions de dettes, 300 millions de common shares en conséquence. Ça veut dire que son niveau d'endettement est de 50 Alors, son coût du capital va être 50 endettement fois le rendement de la dette après impôt, 50 fois le rendement des actionnaires. Alors, si la dette, c'est du 5 déductible d'impôt, les actionnaires, c'est du 10 non déductible. En tout, ce serait aux alentours de 6,5-7 ton coût du capital. Regardons pour la cible maintenant.
Pour la cible, elle a 400 millions d'actifs, 100 millions de dettes et 300 millions de fonds propres. Donc, 25 de la dette à 5 et 75 par des actionnaires qui s'attendent à du 10 Ton coût du capital va être aux alentours d'environ 8-9. Alors ici, c'est 6-7. Ici, c'est 8-9. Alors, si tu fais l'acquisition, l'acquéreur fait l'acquisition de la cible, elle serait capable de probablement s'endetter davantage, même si elle ne s'endette pas. La compagnie fusionnée, elle a 1 milliard en actifs, maintenant elle a 400 millions en dette et 600 millions de common shares. Donc 40 d'endettement. Probablement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la compagnie fusionnée va emprunter un autre 200 000, un autre 200 millions, et elle va dorénavant être endettée à 5 Alors, le coût du capital de l'acquéreur va être le coût du capital de la compagnie fusionnée. Alors, la compagnie fusionnée, elle va avoir un coût du capital d'environ 7 et la cible avait un coût du capital d'environ 8,5-9 Alors, les actionnaires ici, ils vont escompter la valeur de leur cash flow à du 8,5-9 Pour l'acquéreur, on va regarder les mêmes cash flows, puis on va faire la réduction avec du 6-7 Donc, quand tu n'es pas endetté, comme j'ai mentionné que la plupart des compagnies matures sont endettées à 2/3. Si tu n'es pas endetté à 2/3, ça veut dire que tu finances ta compagnie par plus d'actionnaires qui s'attendent à du 10-11 que de la dette qui s'attend à du 5-6 et c'est déductible d'impôt. Donc, on appelle ça le problème du sous-financement. C'est bien sûr, si tu n'aimes pas avoir de la dette, tu ne vas pas être endetté. Par contre, il y a une autre façon de traiter ça, c'est que ici, cette compagnie, on pourrait emprunter 100 millions et racheter 100 millions de fonds propres et ton coût du capital va se retrouver au coût du capital de l'acquéreur. Donc, tu te retrouves à du 50 et tu minimises ton coût du capital, donc tu maximises la valeur de la firme, ce qu'on a vu au cours 2. Donc, une autre chose avec une synergie opérationnelle, une synergie financière. Alors, ce n'est pas dans tous les pays qu'on est capable de faire ce que je vous présente ici. Chaque fois que je donne ça en classe, j'ai quelqu'un qui me dit « Tu n'as pas le droit de faire ça au Québec. » Oui, mais j'ai tout le temps donné de la finance d'ordre général. Peut-être que pas au Québec, mais supposons, je vais vous donner un bon exemple. En 2011, j'ai acheté 300 actions de BlackBerry à 65 Aujourd'hui, les titres valent 7 chacun, donc j'ai 300 titres qui ont perdu 58 Quelque chose comme 17 000 de perdus, et ça fait depuis 2011 que ça traîne à mon compte. Si je vends ces titres, je vais admettre que j'ai perdu 17 000 Au mois de février, j'ai acheté 300 titres de BMO à 58. Si je vends ces titres pour 105 je vais faire un gain capital de 17 000. J'ai décidé que ma BMO, si jamais le prix remonte à 105 le prix où est-ce qu'il était il y a un an, je vais vendre BMO. Mais je vais faire un gain capital. Donc, je vais vendre BlackBerry en même temps. Alors, BMO a fait un gain capital de 17 000. Je vais vendre BlackBerry. Je vais faire une perte en capital de 17 000. Je vais éliminer tout ça de mon compte. Je vais recevoir ça cash. Alors, quelque chose comme 35 000 cash. Mais vu que mon gain capital total était de 0, je paye 0 en taxes. Si je ne vends pas BlackBerry et je vends BMO, je vais payer des taxes sur le gain capital de 17 000 Donc, c'est à mon avantage. Juste un petit à côté, toutes les options que j'ai achetées, Scotiabank et BMO, j'ai mis ça dans mon CELI, mon Tax Free Savings Account. Donc, si je fais une fortune, ce n'est pas taxable. À chaque fois que j'achète quelque chose de super risqué, je mets tout le temps ça dans mon CELI parce que si c'est risqué, ça a beaucoup de rendement potentiel et si le rendement se réalise, je ne veux pas payer des taxes dessus. OK, alors ici, on va imaginer une compagnie que dans les 3 prochaines années, elle va faire un bénéfice imposable, earnings before tax, de 100 millions, 150 millions et 175 millions. Elle va acheter une compagnie qui est insolvable. Elle a fait des pertes accumulées de 400 millions. On a parlé du tax loss carry forward de Donald Trump. En 1995, Donald Trump a perdu 1 milliard de dollars. Donc, tant qu'il n'a pas fait 1 milliard en revenus, il ne va pas payer de taxes. C'est pour ça qu'il ne paye pas de taxes. C'est pour ça qu'on ne pense pas qu'il est milliardaire non plus. Alors, 1 milliard perdu en 1995, tu aurais un crédit d'impôt de 300 millions. Donc, tant qu'il n'a pas refait ce 1 milliard, il ne va pas payer 300 millions en taxes.
Tu peux acheter dans certains endroits, pas nécessairement au Québec, mais tu pourrais acheter une compagnie, supposons qu'une compagnie elle a fait des pertes pendant 3 ans de 400 millions, des pertes historiques de 400 millions, et tu achètes cette compagnie pour 1$. Tu veux prendre le crédit d'impôt, alors la perte en capital de la compagnie acquise, puis tu peux ajouter ça, le tax loss carry forward, tu peux ajouter ça à ta compagnie pour tes cash flows positifs futurs. Alors, on va voir qu'est-ce qui arrive avec cette synergie. Donc, voici notre bénéfice imposable normal pour les 3 prochaines années. Et on a acheté une compagnie qui a fait 400 millions de pertes historiques. Alors, la valeur nette des actifs, c'est moins 400 millions. Donc, initialement, la compagnie, la première année, a fait 100 millions en bénéfices imposables. On dit que les taxes sont de 40 %. Donc, elle paierait 40 % en taxes. Après impôt, son bénéfice net, supposons que c'est le cash flow, on va rajouter la charge de dépréciation, sinon, c'est 60 millions. La deuxième année, elle fait 150 millions de bénéfices imposables. Normalement, tu payes 40 % ou 60 millions. Normalement, il te resterait 90 millions de bénéfices imposables à la fin de la deuxième année. Et la troisième année, tu avais 175 millions, tu paierais 40 %, 70 millions. Donc, en temps normal, à la fin de la troisième année, tu as 105 millions qui te restent. Donc, je vais répéter. Ton bénéfice imposable attendu pour les 3 prochaines années, c'est 100 millions, 150 millions, 175 millions et tu payes 40 % en taxes. Donc, 40 millions, 60 millions et 70 millions. Ton bénéfice net, tes cash flows pour les 3 prochaines années, 60, 90 et 105. Maintenant, à la place, au temps zéro, tu as acheté une compagnie qui était insolvable avec des pertes accumulées de 400 millions. Donc, la première année, tu as un bénéfice imposable de 100 millions. Ce 100 millions, tu vas déduire du 400 millions, tu vas en déduire 100 millions pour cette année. Donc, qu'est-ce qui va te rester? Alors, ton cash flow total pour les 3 années, si on ne tient pas compte des intérêts, c'est la somme des 3, c'est 255 millions. Maintenant, par contre, on va regarder cette compagnie si elle a fait l'acquisition du crédit d'impôt. Alors, la compagnie insolvable. OK? L'abri fiscal. La première année, la deuxième année et la troisième année, tu as 100 millions, 150 millions et 175 millions de bénéfices imposables en temps normal. Mais tu as 400 millions de pertes, alors un tax loss carry forward. La première année, tu vas en prendre 100. La deuxième, il t'en reste 300. La deuxième année, tu vas en prendre 150, il t'en reste 150. Et la troisième année, tu vas prendre le dernier 150. Donc, tu vas avoir une dépense. C'est un peu comme un affaiblissement qu'on a vu, un impairment. Tu as une dépense que tu as acquise. Alors, tu as un abri de 100 millions pour la première année, 200 millions pour la deuxième année et 150 millions pour la troisième année. Alors, ton 400 millions, il est là. Ton tax loss carry forward. Donc, ton bénéfice imposable réel, net, la première année, c'est 0, la deuxième année aussi. Et tu as juste 25 millions, tu vas juste payer des taxes sur 25 millions pour la troisième année. Donc, 0, 0 et 25. Tu vas payer 40 %, donc 0, 0 et 10 en taxes. Donc, ton bénéfice net va toujours être de 0 pour les 2 premières années et 15 pour l'année suivante. Mais n'oubliez pas, cet abri fiscal, c'est une charge non-cash. Donc, tu ne le payes pas cash, alors tu dois le rajouter à la toute fin pour trouver ton cash flow. Donc, tu rajoutes 100 $ la première année, tu rajoutes 150 $ la deuxième année, tu rajoutes 150 $ la troisième année. Alors, tu rajoutes la charge de dépréciation pour trouver ton cash flow. Alors, la charge de dépréciation, dans le cas le plus simple, c'est tous tes crédits d'impôt. Ici, on a acquis pour 1 $, 400 millions de crédits d'impôt. Donc, si on regarde le cash flow pour les 3 années, au lieu d'avoir 250, alors tantôt on avait quoi, 255 millions? Maintenant, on a 415 millions. Alors, 100 millions, 150 millions, 165 millions. Si on exclut l'intérêt, juste pour voir quelque chose, 415 millions. Et tantôt, on avait 255 millions, une différence de 160 millions. Ce 160 millions, c'est 40, on réduit notre bénéfice imposable de 400 millions sur 3 ans à du 40 %. Ça veut dire qu'on paye 160 millions de moins en taxes. Donc, notre cash flow passe de 255 à 415 millions, une économie de 160 millions.
Et ce 160 millions, c'était l'économie de taxes qu'on n'a pas payées. Alors, dans le cas de Donald Trump, il peut économiser 300 millions en taxes totales. Selon les hypothèses qu'on a, dans quelques mois, on va finalement voir ses taxes quand il ne va plus être président. S'il n'est plus encore président, écoute, on va se croiser les doigts pour le 20 janvier à midi. J'aimerais vraiment voir ça le 20 janvier à midi, la police qui sort Donald Trump de la Maison-Blanche en menottes. Ça, ce serait vraiment le fun à voir. OK, alors, et ce 160 millions, mais c'est tout simplement 400 millions à 40 %. Dans le cas de Donald Trump, 1 milliard à 30 %. Donc, il y a une économie de 300 millions à être récupérée. Je pense que Donald Trump, c'est le pire businessman dans l'histoire de tous les businessmen. Je ne peux pas penser à quelqu'un de pire. Quand je pense aux personnes les plus intelligentes à travers le temps, les poètes comme Goethe ou les scientifiques comme Einstein, tu pourrais lister peut-être 20 personnes les plus intelligentes au monde. Alors, des personnes qui sont non seulement intelligentes, mais connues. Aristote, Socrate, Galilée, Plato. Tu peux penser à Einstein, Oppenheimer, tu peux penser à plein de personnes. Alors, tu pourrais avoir un vrai débat, c'est qui la personne la plus intelligente de tous les temps. Moi, je propose que Donald Trump, c'est la personne la plus stupide de tous les temps. Opinion, écoute, c'est juste de l'opinion. Je suis heureux que la personne parle. Diapo 10. OK. Alors, la diapo 10, écoute, vos diapos sont différentes des miennes. Alors, j'assume que tu veux dire celui-ci, c'est ça? OK. Alors, je vais juste continuer avec l'histoire avant. OK. Alors, les raisons de faire une fusion-acquisition. Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est le mot que je vous ai dit tantôt, hubris. L'ego des gestionnaires, c'est l'arrogance. Écoute, moi, je suis gestionnaire de la compagnie. Hey, c'est ma compagnie, je sais qu'est-ce que je fais avec. Viens pas me dire qu'on va faire banqueroute. C'est justement qu'est-ce qu'on a dit à Donald Trump en 1993. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? You're fired. Alors, son comptable en 1993 a dit à Donald Trump, achète pas ces compagnies-là. Alors, je pense que c'était Casino City à Atlantic City ou un des 3 casinos qu'il y avait à Atlantic City. Achète pas ça, tu vas être en train de cannibaliser tes revenus actuels. Il l'a acheté quand même. Il a fait banqueroute, puis il a tout simplement congédié son comptable. Alors, on riait de ça dans les années 90. C'était une joke sur Saturday Night Live, mais maintenant qu'il est président, on rit un peu moins de ça. OK, alors la raison principale pour faire une acquisition, c'est du hubris. Alors, tu as un dirigeant qui veut créer un empire économique. Alors, mon père avait une pharmacie, la pharmacie du Rocher à Châteauguay. À plusieurs reprises, on venait voir mon père pour dire, écoute, veux-tu acheter la pharmacie à Ganawagé? Tu t'entends très bien avec le monde de Ganawagé. Beaucoup de tes clients sont déjà de Ganawagé. Pourquoi tu n'achètes pas cette pharmacie? Et puis, il a pensé à ça. Puis, mon père, il a dit, écoute, je suis bien heureux avec ma pharmacie à Châteauguay. Ça, c'était dans les années 90. Puis dans les années 2000, il y avait la pénurie des pharmaciens qui a commencé. Alors, ma mère, qui était aussi pharmacienne, mais elle, tu sais, elle travaillait dans le secteur des cosmétiques. Alors, tout le monde pensait que c'était une cosméticienne. Elle ne savait pas, personne ne savait qu'elle était une pharmacienne. Durant la pénurie des pharmaciens, ma mère, elle s'est retrouvée au laboratoire. Alors, des clients qui rentraient, qui disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, moi, je suis pharmacien. Ça fait 20 ans que je suis pharmacien. Mais d'ailleurs, à cause de la pénurie, mon père était heureux qu'il n'avait pas acheté d'autres pharmacies parce qu'il n'était jamais capable de trouver du monde pour venir travailler en région à Châteauguay. Personne ne veut travailler à Châteauguay, veut travailler au centre-ville. Alors, imaginez les pharmaciens à Sept-Îles. Alors, mon père avait juste eu une pharmacie. Il a payé toutes ses factures. Puis, je pense, après 10 ans d'être propriétaire, il n'y avait aucune dette. Puis, c'était juste du revenu. Puis, il était heureux. Il était heureux avec une pharmacie. Mais la plupart des personnes veulent acheter une deuxième pharmacie. Même moi, quand je pense un jour être businessman, je vais acheter un Tim Hortons, par la suite un McDonald's, puis je vais me construire un empire. Mais ça apporte tellement de mal de tête dans le futur. Il y a quelqu'un qui m'avait posé le 400 millions ici. Écoute, ça, c'est un tax loss carry forward que tu as acheté. Ça, tu vas probablement mettre l'abri fiscal, tu vas mettre ça dans la ligne dépréciation. La ligne dépréciation, c'est tous tes crédits d'impôt, mais tu ne vas peut-être pas lister ça comme de la dépréciation. Tu vas peut-être appeler ça un impairment ou un tax loss carry forward.
OK, alors la raison la plus principale, c'est de créer un empire, mais si tu es vraiment un bon businessman, écoute, tu as ton bébé, c'est comme Facebook, elle voulait juste, Mark Zuckerberg voulait juste opérer de Facebook, il a vu Instagram qui était un compétiteur, alors immédiatement, il est allé acheter Instagram pour 25 milliards en 2014, parce qu'il voyait ça comme une menace, et maintenant Facebook est propriétaire d'Instagram, mais pour la plupart, Facebook n'a pas l'intention de croître, elle fait juste de l'emphase sur Facebook et sur Instagram. Alors, tu pourrais avoir de la diversification. Euh, Par contre, dans les années 50, tu avais quelque chose qui s'appelait des conglomerates. Alors, c'était des grosses entreprises. Pensez GM. Alors, GM, elle avait sa ligne d'auto, mais elle produisait aussi des produits de plastique, elle produisait des produits métal, elle était propriétaire de terrains de golf. Et l'idée derrière ça, c'était qu'elle voulait diversifier l'entreprise pour justement réduire le risque. Mais d'un point de vue d'un actionnaire, si moi j'achète des actions de GM, je veux juste que toi tu te mets l'emphase sur les autos. Tu ne connais rien sur comment gérer un terrain de golf. Je ne veux pas que tu sois propriétaire d'édifices au centre-ville de New York. Ça, ce n'est pas ta ligne d'affaires, ça. Mets l'emphase juste sur ce que tu connais, qui est les autos. Moi, si je veux de la diversification, je vais diversifier mon portefeuille. Alors, aujourd'hui, dans les années 50, tu avais The Nifty 50. Alors, tu avais 50 conglomerates. Puis les deux qui restent aujourd'hui, c'est General Electric, puis c'est moins un conglomerate aujourd'hui, puis Berkshire Hathaway. Mais Berkshire Hathaway, tu as Warren Buffett qui est tout simplement la compagnie est propriétaire de petites compagnies, mais il s'assure tout le temps que les compagnies ont des bons dirigeants. C'est pas Berkshire Hathaway qui dirige les petites compagnies. Alors, Berkshire Hathaway a des actions de Coke, possédait des actions dans Costco qu'elle vient juste de vendre. C'est Geico, 15 minutes or more can save you 15% on car insurance. La compagnie Geico d'assurance, c'est Berkshire Hathaway. Heinz, Kraft, ça c'est Berkshire Hathaway qui sont propriétaires. C'est une compagnie qui est diversifiée, mais c'est Berkshire Hathaway qui possède plusieurs petites entreprises et Warren Buffett et Charlie Munger s'assurent qu'ils sont bien dirigés. Alors, les deux sont ont 90 ans et plus. Charlie Munger, je pense que même lui, il est rendu, il a peut-être 100 ans. On va voir ça. Mais eux, ils s'assurent qu'ils sont bien dirigés. Parce que si tu es une compagnie qui est diversifiée, on va appeler ça Jack of all trades, Master of none. Alors, Charlie Munger, il a 96 ans. On appelle ça Jack of all trades, Master of none. Alors, tu as tes mains dans plein d'affaires, mais tu es bon en rien. Donc, mets l'emphase sur qu'est-ce que tu es bon. Il y a des bonnes raisons pour faire une acquisition, une intégration horizontale. Alors, si tout simplement tu achètes un compétiteur. Alors, ça, c'est la meilleure chose à faire. Tu achètes un compétiteur, tu enlèves des coûts fixes qui vont disparaître, un bureau chef qui disparaît, tu fais une fusion de ton Salesforce. Une intégration verticale, c'est soit un backwards integration, c'est tu achètes un fournisseur, et un forward integration, tu achètes un client. Donc, si tu es, je ne sais pas, la compagnie Colgate-Palmolive. Colgate-Palmolive, elle pourrait acheter Walmart. Elle ne va pas faire ça, ça ne va jamais arriver. Mais ça, c'est un forward integration. C'est que tu achètes ton client, alors tu achètes ton point de vente. Et Colgate-Palmolive pourrait acheter certains de ses fournisseurs pour fabriquer elle-même le produit. Alors, des fois, ça fonctionne. On appelle ça une intégration verticale. Question? C'est ça, il y a Amazon qui a sa compagnie de livraison, mais je pense plus que Walmart a acheté FedEx, si je ne me trompe pas. Alors, Federal Express, FedEx, Walmart a acheté FedEx parce que des fois, elle voulait faire des livraisons dans certains endroits. Elle a acheté la compagnie, elle a envoyé tellement de business à FedEx, c'est comme ça. Alors, quand tu penses à Amazon, moi, je pense au Washington Post et au New York Post ou Washington Post, le New York Times. Alors, c'est Jeff Bezos qui est propriétaire du New York Times avec Amazon, mais je veux dire, ça, c'est du Empire Building, c'est du hubris. Le crédit d'impôt, on vient juste de le voir. Puis des économies d'échelle, on va voir ça avec l'exemple. Alors, si moi j'achète un compétiteur qui n'est pas capable d'optimiser ses ressources, je peux justement mieux diriger la compagnie achetée, la ciblée, acquise, et les ressources vont être mieux distribuées. Alors, une compagnie qui produit, euh, alors si tu es comme, je ne sais pas, GM, j'essaie de penser une économie d'échelle, c'est normal. Alors, GM qui achète, GM qui avait, non,
j'essaie de penser à un exemple. L'exemple qu'on va voir en classe, c'est des économies d'échelle. C'est que supposons que la compagnie cible, pour fabriquer un produit, ça lui coûte 10 parce qu'il n'a pas accès à toutes les parties, alors il doit payer une prime sur toutes les parties. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la compagnie qui est... Ah non, SpaceX! SpaceX. Alors, Elon Musk, la compagnie qui a eu beaucoup de succès, c'est SpaceX. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une fusée, ça coûte environ 50 millions de dollars créée. Puis SpaceX, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a trouvé une façon de tout simplement, elle fait juste créer des fusées, mais elle produit tous les produits qui sont difficiles à produire, elle les produit elle-même et elle fabrique juste des fusées. Donc, une fusée SpaceX, ça coûte juste 5 millions pour elle pour la produire. Alors, la compagnie de Elon Musk, qui n'est pas Tesla, l'autre compagnie, alors, une fusée coûte 5 millions. Donc, au lieu de fabriquer toi-même ta propre fusée pour 50 millions, tu veux l'acheter de SpaceX. Elle a des économies d'échelle. Pourquoi? Elle fait tellement de fusées, elle est capable de produire toutes les parties spécialisées. Puis, c'est ça. Alors, ça coûte 5 millions si tu l'achètes de SpaceX. Ou SpaceX, ça coûte 5 millions de le faire. Si tu le fais toi-même, ça te coûte 50 millions. Donc, tu vas l'acheter de SpaceX pour 10 millions. Tu vas quand même économiser 40 millions. Alors, ça, c'est avec SpaceX avec PayPal que Elon Musk a été capable de créer SpaceX, puis avec l'argent de SpaceX qu'il a été capable de créer Tesla. OK, alors les avantages, quand ça fonctionne, tu as plus de croissance, plus de ventes, plus de lignes d'affaires. Tu es plus compétitif, alors si tu es un plus gros joueur, tu as plus de lignes, plus de régions. Alors, supposons que tu es une compagnie d'assurance, puis tu opères juste en Nouvelle-Orléans, puis l'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans, vis-à-vis Geico, qui est à travers tous les États-Unis. Alors, peut-être que tu peux faire des pertes en Nouvelle-Orléans. Par contre, tes pertes de Nouvelle-Orléans, c'est juste une petite partie de ton portefeuille, tu es tellement grand. Alors, tu as des avantages. Tu as des avantages stratégiques dans le sens que tu as peut-être des nouvelles lignes d'affaires où tu peux tout simplement enlever certains coûts et des nouveaux marchés. Alors, si jamais tu as une compagnie américaine qui veut s'installer en Europe, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'acheter un compétiteur. Alors, il y avait une ligne d'auto qui est allée en République tchèque. Je pense que c'est Chrysler. Elle a acheté la ligne Skoda en République tchèque. Puis dorénavant, Skoda, on ne vend pas des Skoda en Amérique du Nord, mais sont un peu partout en Allemagne. Si jamais tu t'en vas en Europe, tu as plus de produits Chrysler que de GM ou Ford, parce que GM et Ford, ils n'ont pas de ligne d'affaires vraiment en Europe. Alors, tout le monde a des Peugeot et des Citroën, des Fiat en Italie. J'ai même vu des Lada et des Yugo en Bulgarie. OK, alors, généralement, le désavantage de la fusion-acquisition, c'est qu'on acquiert un compétiteur pour 1 milliard, mais on réalise, on acquiert Tim Hortons pour 2 milliards, mais on réalise que la compagnie valait juste 1 milliard, alors on a trop payé. Une autre chose, c'est que si tu as des dirigeants de la compagnie ciblée, peut-être qu'ils ne vont pas être prêts à accepter que tu rentres. Un bon exemple pour ça, c'est les hamburgers In-N-Out Burger. Alors, il y a 300 In-N-Out Burger dans le sud-ouest des États-Unis. Si jamais vous avez mangé un bon hamburger, c'est probablement un In-N-Out Burger. Et vraiment, je n'ai jamais mangé un meilleur hamburger. Si tu es en Californie, c'est là où est-ce que tu vas aller manger. L'affaire, c'est que c'est une compagnie qui est tellement axée sur l'efficacité et la qualité. Ils s'en fichent des profits. C'est une compagnie qui existe depuis 80 ans. Elle est plus vieille que McDonald's. Par contre, il y en a juste 300. Mais si jamais tu rentres là-dedans, c'est propre. Tous les employés font le hamburger à la perfection. Alors, c'est quand même, c'est pas des hamburgers dégueux comme McDo, c'est des vrais hamburgers frais. Tout est frais, tout est super bon, tout est coupé sur mesure. Les tomates, je ne sais pas comment ils font, mais les tomates sont parfaites. Imaginez qu'une compagnie comme McDonald's qui vient dire, écoute, on va acheter un hamburger pour 4 milliards. Les dirigeants vont dire, tu ne rentres pas ici, tu ne touches pas notre façon de faire les choses. Écoute, ils sont reconnus, les dirigeants. Il y a eu une bataille dans le boardroom parce qu'on voulait ajouter de la limonade sur le menu. Il y a 8 items sur le menu, on voulait ajouter un 9e, la limonade. Il y a eu une bataille qui s'est éclatée dans le boardroom. Alors, on a changé le menu une fois dans les 10 dernières années, tandis que, tu sais, McDonald's a un nouveau item à chaque mois. Alors, ça porte à confusion. Donc, imaginez essayer d'acheter cette compagnie-là. Les dirigeants actuels qui dirigent très bien leur compagnie, c'est une PME, une petite entreprise vis-à-vis McDonald's. Mais imagine, tu vas être en train de te battre avec eux. Puis, si tu les mets à la porte, le problème, c'est qu'eux, ils savent comment gérer leur entreprise. Toi, tu es McDonald's, tu as tout simplement créé tes Big Mac dégueulasses.
Une autre chose, c'est que si la compagnie est en détresse puis tu penses restructurer la compagnie, bien, encore une fois, du hubris, tu sous-estimes les coûts actuels pour la restructuration de la compagnie. Et généralement, si les actionnaires de la compagnie ciblée soient prêts à accepter ton offre, tu dois payer une prime sur la valeur actuelle. Donc, si l'entreprise vaut 200 millions, tu vas peut-être obligé de payer 300 millions pour acquérir une compagnie. On appelle ça une prime. Et on va faire le calcul. Donc, dans nos calculs, on va assumer que pour l'acquéreur, la compagnie acquise, la cible, et la compagnie fusionnée, on va assumer que pendant 4 ou 5 ans, on va avoir un taux de croissance robuste. Par la suite, alors comme peut-être du 10, peut-être du 20 peut-être même du 5 mais à court terme. À long terme, on va avoir un taux de croissance qui ressemble plus au taux d'inflation ou le taux de croissance de l'économie, le produit national brut, Gross Domestic Product, quelque chose qui ressemble à du 3, 4, 5 mais à court terme, on a des bons projets. À long terme, on va être plus conservateur. On va assumer que c'est plus la réalité et la norme. Donc, on va regarder un exemple. On a un acquéreur et une cible. C'est un bon exemple. Écoute, moi, je trouve que vous allez voir, c'est le fun. On a un acquéreur qui a des ventes annuelles de 2 millions et la cible qui a des ventes annuelles de 750 000. Les coûts variables pour l'acquéreur sont 50 des ventes et les coûts variables pour la cible sont 60 des ventes. L'acquéreur est plus grand, alors peut-être qu'elle a des économies ici. Les coûts fixes pour l'acquéreur, 230 000, pour la cible, 22 500. Les charges de dépréciation annuelles, 70 000, 60 000. Je vais vous dire tout de suite, c'est rare qu'il y ait des synergies dans les charges de dépréciation. Tu pourrais peut-être changer la méthode de dépréciation, mais écoute, tu ne crées pas de la valeur, c'est juste, tu économises des taxes plus rapidement, mais tu vas payer le même montant de taxes, mais le timing, les taxes vont tout simplement être repoussées. Très peu de synergie sur les charges de dépréciation. La dette, les deux compagnies payent du 5 l'acquéreur a 2,4 millions de dettes, 1,8 million pour la cible. Le bêta de l'acquéreur, 1,12 et 1,35 pour la cible. Donc, une compagnie qui est plus petite, généralement, le bêta va être plus grand parce que les actionnaires s'attendent à plus de rendement parce qu'une compagnie qui est plus petite est généralement plus risquée. Alors, si tu regardes Apple, le bêta de Apple va être aux alentours de 1. Ben, on va aller voir. Apple, c'est quoi le bêta de Apple? Alors, Apple, le bêta de Apple est de 1,35. Mais si je regarde BlackBerry, j'assume que pour BlackBerry, supposons que Apple voulait acheter BlackBerry, le bêta de BlackBerry, j'assume qu'il serait plus grand que... OK, ben j'ai mal choisi ma compagnie. C'est justement, j'ai mal choisi ma compagnie. Mais une petite compagnie, généralement, elle devrait avoir... les actionnaires s'attendent à plus de risques parce que la compagnie s'attendent à plus de rendement parce que la compagnie est plus petite, il y a plus de chances qu'elle ferme ses portes. Alors, tu regardes Apple, très peu de chances qu'elle ferme ses portes, mais BlackBerry, écoute, on ne sait pas si c'est une compagnie qui va être là dans 5 ans. Donc, généralement, le bêta de la cible va être plus grand, donc les actionnaires de la cible s'attendent à plus de rendement. Les deux compagnies sont taxées à 40 taux sans risque 4 rendement attendu du marché 12 Alors, on va calculer le rendement des actionnaires avec ces deux taux. Quel est le gain de synergie CA acquiert C et quel est le maximum que A devrait payer pour C? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur de l'acquéreur. On va calculer la valeur de la cible et on va aussi avoir des hypothèses pour la compagnie fusionnée. Donc, la compagnie fusionnée, on va assumer certaines hypothèses. Et quelle est la valeur de la compagnie fusionnée selon ces hypothèses? On va prendre la valeur de la compagnie fusionnée et on va soustraire la valeur des deux compagnies individuelles. Et la différence ça va être la valeur des synergies, la valeur actuelle des gains de synergie. Donc, nos hypothèses. Le taux de croissance de la compagnie A, c'est 12 pendant 5 ans, 5 par la suite. Taux de croissance de la cible, c'est 18 c'est une petite compagnie, elle a plus d'opportunités de croissance pendant 5 ans, et 6 par la suite. L'amortissement, OK, les deux compagnies utilisent la méthode linéaire. Je vais vous dire tout de suite, pour l'amortissement, il ne va y avoir aucun gain de synergie. Les ventes, aucune vente additionnelle n'est attendue, mais dans plusieurs anciens examens, ce n'était pas le cas. Les coûts variables de la compagnie fusionnée vont être 52 des ventes totales. Donc, on a vu, c'est 50 et 60 actuellement, mais la compagnie fusionnée, ça va être 52
Ça, c'est selon notre hypothèse. Les coûts fixes, aucune synergie attendue. Ça, c'est rare. C'est généralement là qu'on trouve tous nos synergies. On abolit un bureau chef. Donc, il y a beaucoup de coûts à être économisés ici. Intérêt au coût de la dette demeure inchangé. Généralement, l'acquéreur peut acheter la cible et renégocier sa dette. Les impôts, ça va tout le temps être du 40 %. Alors, le taux d'imposition ne va pas changer, à moins que c'est un tax loss carry forward. Le taux de croissance pour les 5 premières années de la compagnie fusionnée, on va dire que ça va être pondéré au cash flow initial. Donc, on regarde le cash flow au temps zéro pour l'acquéreur et la cible, et le taux de croissance pour les 5 prochaines années, ça va être pondéré sur l'ampleur du cash flow de l'acquéreur et l'ampleur du cash flow de la cible. Alors, si l'acquéreur est 4 fois plus grand que la cible, on va prendre 4/5 du taux de croissance de l'acquéreur et 1/5 de la cible. Et même chose pour le taux de croissance perpétuel de 5 à l'infini. On va pondérer ça au cash flow au temps 5. Donc, on va regarder si le cash flow de l'acquéreur est de 5 fois plus grand que la cible. On va prendre 5/6 pour l'acquéreur, le taux de croissance de l'acquéreur et 1/6 plus 1/6 du taux de croissance de la cible. Et le bêta fusionné va être pondéré à la valeur marchande de chaque entreprise. Donc, on va calculer la valeur de A, la valeur de C. Si A vaut 3 fois la valeur de C, on va prendre 3/4 du bêta de l'acquéreur plus 1/4 du bêta de la compagnie ciblée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cash flows pour la dernière année. Ensuite, on va projeter ces cash flows pendant 5 ans au taux de croissance initial et on va calculer la valeur perpétuelle des cash flows par la suite qui vont croître au taux de croissance perpétuel. Donc, si je regarde l'acquéreur, elle a des ventes de 2 millions de dollars. Dans l'énoncé, on dit que les coûts des marchandises vendues, c'est 50 % des ventes. Donc, les coûts variables, les coûts des marchandises vendues, c'est 1 million. Et les coûts fixes, on les donne à 230 000. Donc, on va calculer EBITDA, 770 000. 2 millions de ventes données. Coût des marchandises vendues, c'est 50 % des ventes. Coût fixe donné. EBITDA, 770 000. La charge de dépréciation, elle est donnée 70 000, ça nous donne EBIT. Maintenant, le cours 6 et le cours 11, on doit tenir compte des intérêts. Alors, on a dit que la compagnie elle a 2,4 millions de dettes à du 5 %. Donc, elle paye 120 000 en intérêts, ce qui fait un bénéfice imposable de 580 000. Et on a dit que les compagnies sont taxées à 40 %. Donc, 40 % de 580 000, c'est 232 000. Donc, le bénéfice net de cette compagnie, 348 000. On rajoute la charge de dépréciation qui est de 70 000. Et donc, ça nous donne notre cash flow au temps de la dernière année de 418 000. On va projeter ce cash flow avec le taux de croissance initial. Je pense que c'est 12 % pendant 5 ans. Et de 6 à l'infini, on va croître ça à du 5 %. On va appeler ça le taux de croissance perpétuel. Donc, j'ai calculé le cash flow initial pour l'acquéreur. Vente, 2 millions. 50 % c'est des coûts de marchandises vendues. Coût fixe donné. EBITDA. Donné, la charge de dépréciation, ça nous donne EBIT. La charge d'intérêt, c'est le montant total de dette fois le taux d'intérêt. 2,4 millions à 5 %, c'est 120 000 par année, qui nous donne notre bénéfice imposable, earnings before tax. On paye 40 % de 580 000 en taxes, 232 000. Notre bénéfice net est de 348 000. On rajoute les charges non-cash de 70 000. Donc, le cash flow de 418 000 $. Pour la cible, on va faire la même chose. Pour la cible, les ventes sont de 750 000 $. On dit que 60 % des ventes, c'est des coûts variables, des coûts de marchandises vendues. Donc, 60 % de 750 000, c'est 450 000. Les coûts fixes sont donnés, 22 500. Donc, on a notre profit brut. On soustrait la charge de dépréciation qui est donnée, 60 000. Ça nous donne notre bénéfice avant intérêts et impôts.
Et encore une fois, on déduit la charge d'intérêt. Alors, on prend le montant total de dette. Alors, si on regarde la dette, 1,8 million à 5 1,8 million à 5 c'est 90 000 par année en intérêt. Donc, ça nous donne notre bénéfice imposable. Encore une fois, on paye 40 51 000 en taxes, et ça nous donne notre bénéfice net. On rajoute la charge de dépréciation de 60 000, et donc notre cash flow pour l'année précédente, la dernière année, 136 500. On va projeter 136 500 à du 18 pendant 5 ans, le taux de croissance initial, et 6 par la suite, le taux de croissance perpétuel. Donc, on va projeter les cash flows de l'acquéreur et de la cible, et par la suite, on va escompter la valeur de tous ces cash flows au temps zéro avec le rendement attendu des actionnaires. Ici, il n'y a pas d'actionnaire privilégié, alors c'est le rendement des actionnaires ordinaires. Et s'il y a des actionnaires privilégiés, on va soustraire du cash flow le dividende privilégié. Et ça, c'est le cash flow qui va aux actionnaires existants. Donc, pour l'acquéreur, le cash flow au temps 1, c'est le cash flow de l'année la plus récente avec une période de croissance. On dit que le taux de croissance pour les 5 premières années, c'est 12 Donc, l'année passée, le cash flow était de 418 000. Donc, si on croit ça à du 12 le cash flow de l'année prochaine va être de 468 160. Si on projette 468 160 à du 12 le cash flow au temps 2 va être de 524 339,20. Projeté à du 12 ça nous donne le cash flow au temps 3, 587 259,90. Projeté à du 12 ça nous donne le cash flow au temps 4, 657 731,9. Projeté à du 12 ça nous donne le cash flow 5, 736 658,82. Par la suite, tous les cash flows vont être projetés à du 5 Alors, ça revient à la formule du modèle de Gordon. Alors, le prix d'une action au temps zéro, c'est égal au dividende 1 divisé par R moins G. R, c'est le rendement attendu des actionnaires. G, ici, c'est 5 Et ça veut dire qu'au temps 5, la valeur de la compagnie au temps 5 est égale au cash flow au temps 6 divisé par R moins G. Donc, on a besoin de calculer R et on a besoin de calculer le cash flow au temps 6. Alors, les 5 premiers cash flows vont croître à du 12 Les cash flows 6 à l'infini vont croître à du 5 Donc, au temps 5, le prix au temps 5, c'est égal au cash flow au temps 6 divisé par R moins G. C'est le même modèle de Gordon qu'on a vu. Le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Donc, le prix d'une action au temps 5 est égal au dividende au temps 6 divisé par R moins G. Donc, prix et valeur, on va les interchanger, et dividende et cash flow, on va les interchanger. Alors, la valeur des actions au temps 5, c'est égal aux valeurs des cash flows, les dividendes totaux au temps 6, divisé par R moins G. Oups, OK, je n'ai pas d'animation. OK, donc, le taux d'actualisation. Alors, je n'ai pas d'animation, je vais le noter. OK, alors le taux qu'on veut utiliser, c'est le rendement attendu des actionnaires ordinaires. Alors, on va utiliser le modèle CAPM. On connaît le bêta qui est égal à 1,12. Le taux sans risque est de 4 Le rendement du marché est de 12 Donc, le rendement attendu des actionnaires, c'est 4 plus bêta, 1,12, fois le rendement du marché moins le taux sans risque, 8 Donc, les actionnaires de cette compagnie s'attendent à du 12,96 Donc, pour calculer la valeur de l'acquéreur, on va projeter tous les cash flows de 1 jusqu'à l'infini et on va les actualiser à 12,96 Au temps t est égal à 1, 2, 3, 4 et 5, les cash flows, on va les calculer. Mais les cash flows du temps 6 jusqu'à l'infini, on va calculer leur valeur au temps t est égal à 5.
La terminal value, la valeur terminale, c'est la valeur de tous les cash flows de 6 à l'infini. Donc, le cash flow au temps 6, c'est le cash flow au temps 5 avec une période de croissance. Donc, le nouveau taux de croissance, ça va être du 5 divisé par R moins G. Donc, le cash flow au temps 6, c'est égal à le dernier cash flow qui est connu, 736 658,82, actualisé à du 5 escompté au rendement attendu des actionnaires, R moins le taux de croissance perpétuel de 5 Donc, les cash flows du temps 6 jusqu'à l'infini, je n'ai pas besoin de les connaître, mais je peux calculer la valeur au temps 5. La valeur au temps 5 de tous les cash flows de 6 à l'infini, c'est 9 717 233,23. Donc, je connais mon cash flow 1, 2, 3, 4 et 5. Je connais mon cash flow 1, 2, 3, 4 et 5. Les cash flows de 6 à l'infini, je connais la valeur au temps t est égal à 5. Je connais cette valeur au temps t est égal à 5. Donc, je connais les cash flows 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, je connais les cash flows. Au temps 5, je connais le cash flow et je connais la valeur de tous les cash flows perpétuels par la suite. Je vais tout escompter ça à du 12,96 et ça va me donner la valeur de l'entreprise. Alors, la valeur d'une entreprise, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Donc, la valeur actuelle du cash flow 1, 2, 3, 4, 5. Et au temps 5, je connais la valeur des cash flows 6 à l'infini. Donc, je vais escompter aussi cette valeur au temps 5. Je vais escompter ça au temps 0 et ça me donne la valeur de l'entreprise. Donc, quelle est la valeur de l'entreprise? C'est la valeur du cash flow 1 escompté avec une période d'intérêt, cash flow 2 escompté avec 2 périodes d'intérêt, cash flow 3 escompté avec 3 périodes d'intérêt, cash flow 4 escompté avec 4 périodes d'intérêt. Au temps 5, je vais avoir un cash flow au temps 5 et je connais la valeur au temps 5 des cash flows de 6 à l'infini. Je vais prendre cette valeur et je vais l'escompter avec 5 périodes d'intérêt. Je vais vous laisser le temps d'écrire ça. Et ça nous donne la valeur de l'acquéreur. Donc, l'acquéreur, elle vaut 7 320 783,39. Donc, on a trouvé le cash flow de l'année la plus récente, le cash flow au temps zéro, alors le cash flow dans le passé. On a projeté ce cash flow pendant 5 ans selon notre hypothèse. Je veux dire, à un examen, je peux donner des hypothèses différentes. Alors, j'ai projeté le cash flow pendant 5 ans. Par la suite, le taux de croissance perpétuel il est moins grand, il est à 5 Je vais calculer la valeur des cash flows de 6 à l'infini. Je vais calculer cette valeur au temps t est égal à 5. Et les 5 cash flows, je vais les escompter avec intérêt pendant 1, 2, 3, 4 et 5 périodes d'intérêt. Et la valeur, je connais, après le 5e cash flow, je connais la valeur de l'entreprise. Je vais escompter ça pendant 5 périodes pour amener ça au temps zéro. L'entreprise vaut 7 320 783,39. Alors, je vais faire ça pour l'acquéreur. Je vais faire ça pour la cible. Alors, pour la cible, je connais le cash flow de la dernière année. Je vais projeter ça avec, selon nos hypothèses, à du 18 pendant 5 ans et 6 par la suite. Je vais calculer 5 cash flows et par la suite, je vais calculer la valeur terminale au temps 5. Je vais calculer le rendement attendu des actionnaires de la cible. Donc, les actionnaires de la cible sont plus exigeants. Le bêta est de 1,35, donc ils vont s'attendre à plus que 12,96 de rendement. On va escompter tout ça avec le rendement des actionnaires de la cible et ça va nous donner la valeur de la cible. Donc, le cash flow au temps zéro était de 136 500. Les 5 premières années, on va croître à du 18 Donc, cash flow 1 est de 161 070. Cash flow 2, 161 070 actualisé à du 18 Ça nous donne cash flow 2, 190 062,60. Actualisé à du 18 ça nous donne cash flow 3, 224 273,87, cash flow 3. Actualisé à du 18 ça nous donne cash flow 4, 264
643 et 16. Actualisé à du 18 ça nous donne cash flow 5, 312 278 et 93. Donc, en exercice, je vais donner un point à la première personne qui me trouve la réponse. Quelle est la valeur terminale? La valeur au temps t est égale à 5. Quelle est la valeur terminale des cash flows 6 à l'infini? Donc, vous devez projeter cash flow 5 au temps 6. Vous devez trouver le rendement attendu des actionnaires. Et le taux de croissance perpétuelle est de 6 Première personne qui a la réponse, je vais lui donner un point bonus. OK, donc la bonne réponse, bravo à Caroline. Alors, quelle est la valeur terminale? C'est bel et bien 3 761 542, donc le calcul. On commence par calculer le rendement attendu des actionnaires ordinaires de la cible. Alors, le bêta de la cible est les plus grands, 1,35. Donc, généralement, une compagnie qui est plus petite prend plus de risques, les actionnaires s'attendent plus de rendement. Alors, si vous investissez dans Walmart, vous ne vous attendez pas à du 20 mais si tu investis dans une nouvelle entreprise qui est de vente au détail, vous allez peut-être vous attendre à du 15 ou du 20 ou dans le temps de COVID, peut-être du 25-30 Donc, 4 c'est le taux sans risque, plus bêta fois la prime de risque, alors le rendement du marché moins le taux sans risque. Les actionnaires de la cible s'attendent à du 14,80 La valeur terminale, donc, c'est la valeur de tous les cash flows de 6 à l'infini. Le prix au temps 5 d'une action est égal au dividende au temps 6 divisé par R-G. Le dividende au temps 6, c'est le dividende au temps 5 avec une période de croissance. Donc, c'est le même modèle que le modèle de Gordon. La valeur d'une série de cash flows en progression géométrique à n'importe quel moment, c'est égal au cash flow dans une période. Donc, c'est au temps 5, c'est le temps 6, divisé par R-G. Donc, le dernier cash flow 5, 312 278 et 93. Indexé de 6 c'est le cash flow au temps 6, divisé par R-G. Donc, la valeur terminale de l'entreprise, cette valeur étant au temps 5, la valeur de l'entreprise au temps 5, c'est 3 761 541 et 70. Donc, la valeur de la cible, c'est cash flow 1 escompté avec une période d'intérêt, cash flow 2 escompté à 2 périodes d'intérêt, cash flow 3 escompté à 3 périodes d'intérêt, cash flow 4 escompté à 4 périodes d'intérêt. Et au temps 5, on a cash flow 5 et la valeur de l'entreprise qui est calculée au temps 5, qui est escomptée avec 5 périodes d'intérêt. Le taux d'intérêt étant 14,80 et ça nous donne la valeur de la cible. La valeur de la cible, c'est 2 628 237 et 60. Donc, on connaît la valeur de l'acquéreur, on connaît la valeur de la cible maintenant. Quelle est la valeur de la compagnie fusionnée? OK, alors on connaît A, on connaît C. Alors, on connaît 1 plus 1. Mais quelle est la valeur de 1 plus 1? Quelle est la valeur de l'acquéreur plus la cible fusionnée? Donc, on va regarder la valeur de la compagnie fusionnée. On va comparer cette valeur avec la somme des composantes, l'acquéreur plus la cible. Donc, prochaine étape, c'est la valeur de la compagnie fusionnée. Donc, on va regarder les ventes, les coûts, la dette. On va regarder tous les comptes de la compagnie fusionnée et on va regarder si cette compagnie A et C étaient fusionnées l'année passée, quel aurait été le cash flow. Par la suite, on va avoir des hypothèses pour le taux de croissance pour 5 ans. Puis par la suite, le taux de croissance perpétuel. Donc, on a dit qu'on n'a aucune synergie pour les ventes. Ça veut dire que la vente de la compagnie fusionnée, ça va être le 2 millions de l'acquéreur et le 750 000 de la cible. Donc, 2 750 000, ça va être la valeur des ventes totales.
Pour les coûts variables, on avait dit dans nos hypothèses que les coûts variables de la compagnie fusionnée, c'est 52% des ventes, donc 52% de 2,3 millions, alors 2 750 000. Les coûts des marchandises vendues, 1 430 000. Les coûts fixes, on avait dit qu'on n'avait aucun gain de synergie, donc c'est la somme des composantes. Mais généralement, je vais vous dire honnêtement, pour les coûts variables, généralement, ça aura été 50%, c'est les coûts variables de l'acquéreur. Et en temps normal, on élimine une grosse partie des coûts fixes. Alors, le bureau chef de la compagnie ciblée, on va éliminer une grosse partie de ces coûts. Et ça nous donne notre EBITDA. C'est très rare qu'il y ait des crédits d'impôt pour la dépréciation. Alors, s'il y a une méthode de dépréciation qui change, mais moi, je ne vais pas faire ça. À moins qu'on achète un abri fiscal, alors comme l'exemple de 400 millions de pertes. Alors, 70 millions pour l'acquéreur, 70 000 pour l'acquéreur, 60 000 pour la cible. Et ça nous donne EBIT. Alors, la compagnie qui acquiert, alors si l'acquéreur acquiert la cible, il absorbe la dette de la cible. Donc, 2,4 millions de dettes pour l'acquéreur, 1,8 million pour la cible. La compagnie fusionnée, l'acquéreur va adopter la cible et donc la valeur des intérêts, c'est 4,2 millions de dettes à du 5 %, alors 210 000. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une petite compagnie, elle emprunte à un taux supérieur et l'acquéreur renégocie la dette. Donc, on a une synergie financière. Ça nous donne notre bénéfice imposable. On va tout le temps payer un pourcentage fixe de taxes, 40 % dans ce cas-ci, 291 000, ce qui nous donne notre bénéfice net de 436 500. On rajoute la charge de dépréciation qui est de 130 000 et ça nous donne notre cash flow pour notre compagnie fusionnée de l'année passée. Alors, supposons que nos hypothèses se réalisent. La compagnie fusionnée, l'année passée, elle aurait fait 566 500 $. Et donc, on va maintenant projeter pendant 5 ans ce cash flow. Et par la suite, on va avoir un taux de croissance perpétuel. Et le tout, on va l'escompter au rendement attendu des actionnaires selon les hypothèses de la compagnie fusionnée. Donc, le taux de croissance, on dit que le taux de croissance est pondéré au premier cash flow. Donc, le cash flow de l'acquéreur, le cash flow zéro de l'acquéreur, c'est 418 000. Le cash flow initial, le cash flow zéro de la cible, c'est 136 000. En tout, les deux cash flows valent 554 500. Donc, je vais prendre le taux de croissance, une moyenne pondérée, selon l'ampleur des cash flows. Alors, si je regarde pour l'acquéreur, du cash flow total de 554 000, 418 000, ça représente 75,38 % de la somme totale des cash flows. Et pour la cible, le reste, 24,62 %. Donc, ce que je vais faire, alors, l'acquéreur, le taux de croissance initial est de 12 % et la cible, le taux de croissance initial est de 18 %. Donc, vu que pour l'acquéreur, le cash flow initial est 3 fois plus grand que celui de la cible, je vais prendre 3 quarts, ou exactement 0,7538 fois 12 % plus 0,2462 fois 18 %. On appelle ça une moyenne pondérée. Donc, je prends 75,38 % du bêta de la croissance de l'acquéreur et je prends 24,62 % de la croissance de la cible. Donc, la moyenne pondérée, c'est 13,48 %. Une autre façon, si vous voulez vraiment si vous voulez aller plus rapidement que ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez 418 000 fois 12 % pour l'acquéreur, 136 500 fois 18 % pour la cible, divisé par l'acquéreur et la cible. Et ça va vous donner 13,48 %. Alors, pour ceux qui sont un peu plus zélés en maths, qui ont déjà vu des produits croisés ou des moyennes pondérées, vous pouvez directement aller à la formule. Mais ceux qui veulent aller étape par étape, allez-y. Je n'ai aucun problème. Encore une fois, je veux dire, les deux méthodes les deux méthodes sont identiques. C'est juste que celui-ci prend un raccourci.
Donc, j'ai pondéré mon taux de croissance. Alors, j'avais 12% pour l'acquéreur, 18% pour la cible, mais l'acquéreur est 3 fois plus grand que la cible, donc je vais prendre 3 quarts fois 12 et 1 quart fois 18. Alors, c'est 13,5%. Alors, exactement, c'est 13,48%. Si je prends 75,38% fois 12 et 24,62% fois 18, ça va me donner 13,48%. Ça, c'est mon taux de croissance pour les 5 premières années. Et donc, je vais prendre mon cash flow fusionné de 566 500 et je vais le projeter à 13,48% pour trouver mon cash flow dans une période. 642 864 et 20. Je vais projeter ça à 13,48% pour trouver mon cash flow au temps 2, 729 522 et 29. Je vais projeter ça à 13,48 pour trouver mon cash flow au temps 3, 827 861 et 90. Je vais projeter ça à 13,48% pour trouver mon cash flow au temps 4, 939 457 et 68. Je vais projeter ça à 13,48% pour trouver mon cash flow au temps 5, 1 066 096 et 58. Par la suite, tous les cash flows vont être projetés à mon taux de croissance G2. Alors, j'ai d'autres hypothèses pour G2. Maintenant, il faut que je trouve G2. Il faut aussi que je trouve le rendement attendu de la compagnie fusionnée selon mes hypothèses. Alors, selon mes hypothèses, j'ai mon bêta qui est pondéré à quelque chose. Et selon mes hypothèses, j'ai mon taux de croissance perpétuel qui est pondéré à quelque chose. Donc, je vais vous demander, calculer le rendement attendu des actionnaires de la compagnie fusionnée. Envoyez-moi ça dans les commentaires. Première personne qui a la bonne réponse, je vais lui donner un point bonus. Alors, bravo à Juliette qui a la bonne réponse. C'est bel et bien 13,44%. Donc, comment est-ce qu'on fait le calcul? C'est pondéré à la valeur de chaque entreprise, alors selon notre hypothèse. Donc, on connaît la valeur de l'entreprise de l'acquéreur, 7,3 millions. On connaît la valeur de la cible, 9,9 millions. Donc, la somme des composantes, c'est 9,9 millions. Alors, l'acquéreur, 7,3, la cible, 2,6, la somme, 9,9. Alors, de ce 9,9, l'acquéreur représente 7 320 000 ou 73,58 et la cible représente le 26,42 supplémentaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bêta de l'acquéreur qui était de 1,12, on va le multiplier par 0,7358 et le bêta de la cible qui était de 1,35, on va le multiplier par 0,2642. On va prendre 73,58 du bêta de l'acquéreur et on va prendre l'autre 26,42 le bêta de la cible. Donc, c'est une moyenne pondérée. Elle se trouve entre les deux en conséquence, donc 1,18. Encore une fois, si vous voulez faire le raccourci, la valeur de l'acquéreur fois le bêta de l'acquéreur, valeur de la cible fois le bêta de la cible divisé par la valeur de l'acquéreur plus la valeur de la cible, et ça va nous donner le 1,18. Et pour trouver le rendement attendu des actionnaires de la compagnie ciblée, c'est ça, 1,18 fois 12% du marché moins 4 et le tout, on ajoute le taux d'inflation de 4 Donc, les actionnaires de la compagnie fusionnée s'attendent, selon nos hypothèses, à 13,44 Donc, tous les cash flows vont être escomptés pour la compagnie fusionnée à 13,44 Nos hypothèses vont changer. Alors, à l'examen, n'attendez pas que ça va juste être des chiffres qui vont être changés. Les hypothèses vont changer. Selon les hypothèses, vous déterminez c'est quoi le rendement des actionnaires. Donc, quelle est la valeur terminale de l'entreprise au temps 5? On connaît le cash flow au temps 5 de la compagnie fusionnée. La valeur terminale au temps 5, c'est le cash flow au temps 6 divisé par R-G. On connaît maintenant R, on doit trouver c'est quoi G. Et on dit que le G est pondéré au dernier cash flow. Donc, le cash flow 5, pour l'acquéreur, 736 000, pour la cible, 312 000, la somme des composantes, 1 048 000. Donc, on va regarder quelle est la pondération de l'acquéreur. 736 000 sur 1 48 000 ou 70,23
Et l'autre, le reste, 29,77 %, c'est la cible. Donc, pour l'acquéreur, la croissance, c'est 5 %. Pour la cible, la croissance, c'est 6 %. Donc, on va prendre 70,23 % fois 5 % et 29,77 % fois 6 %. Donc, le taux de croissance perpétuel, c'est 70,23 % de l'acquéreur plus 29,77 % le taux de croissance de la cible. Donc, on va tout croître à du 5,3 %. L'autre façon, vous prenez 736 000 fois 5 % plus 312 000 fois 6 % divisé par 1 048 937. Encore une fois, ça va vous donner 5,3 %. Alors, on connaît le cash flow 5, on connaît le taux de croissance et on connaît R. On est donc en mesure de calculer la valeur terminale au temps t est égal à 5. Donc, la valeur au temps t est égal à 5, ça va être cash flow 6 divisé par R moins G. Pardon? Cash flow 6, ça va être cash flow 5 indexé de une période de croissance, la croissance 5,3, divisé par R moins G. Et donc, on va maintenant connaître la valeur terminale ou la valeur de l'entreprise au temps t égal à 5. C'est le cash flow 5, projeté avec une période de croissance, divisé par R moins G, qui nous dit que la valeur de la compagnie fusionnée au temps 5 est de 13 791 151 et 9. Et donc, on connaît les 5 premiers cash flows. On connaît la valeur après le 5e cash flow au temps t est égal à 5. Et on connaît le coût du capital. Donc, la valeur au temps t est égal à 0, c'est la valeur actuelle des 5 premiers cash flows. Et au temps 5, on connaît la valeur de l'entreprise. On va tout escompter au temps t est égal à 0 avec 13,44 % de rendement. Le rendement attendu des actionnaires de cette compagnie fusionnée, selon nos hypothèses. Donc, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, cash flow 4, cash flow 5. Et au temps 5, on connaît la valeur de l'entreprise. On laisse compte avec 1, 2, 3, 4, 5 périodes d'intérêt. Et le taux d'intérêt, 13,44 %. Ça nous donne la valeur de la compagnie fusionnée, la valeur au temps t est égal à 0 de cette compagnie fusionnée. 10 176 737 et 79. Ça, c'est la valeur de la compagnie fusionnée. Donc, je connais la valeur de l'acquéreur, je connais la valeur de la cible et je connais la valeur de la compagnie fusionnée. Donc, je veux savoir quelle est la valeur qui est créée pour les actionnaires suite à la fusion. Donc, je vais regarder l'acquéreur plus la cible et je vais comparer la somme des composantes avec la valeur de la fusion. Alors, la valeur de cette compagnie fusionnée est de 10,176 millions. Je vais regarder la valeur de l'acquéreur plus la valeur de la cible et je vais soustraire ce chiffre de 10,176 millions. Et ça, c'est la valeur des synergies qui vont être créées pour cette entreprise. Donc, la valeur de l'acquéreur plus la valeur de la cible, 7,3 millions plus 2,6 millions, c'est 9,9 millions. Donc, la valeur de la compagnie, la somme des composantes, alors la somme sans synergie, c'est 9 949 020 et 99 sous. Et la valeur de la compagnie fusionnée, c'est 10 176 737 et 79. Donc, quelle est la valeur des gains, la valeur des synergies? Mais c'est la valeur de la compagnie fusionnée moins la valeur de la somme des composantes. Donc, c'est 10 176 000 moins 9 949 000. Donc, la valeur des synergies de cette compagnie, 227 716 et 79. Alors, selon nos hypothèses, on croit être en mesure de créer 227 716 et 79 de valeur suite aux synergies. Alors, si on acquiert la compagnie et toutes nos hypothèses se réalisent, on va créer 227 000
de valeur. Alors, 227 000 de synergie. Donc, si tu es un actionnaire de la compagnie cible, la cible, elle vaut 2,628 millions. Alors, si tu veux acheter cette compagnie, les actionnaires vont refuser toute offre en dessous de 2,628 millions. Donc, tu dois payer une prime pour que les actionnaires soient prêts à vendre leurs actions. Ils ne vont pas vendre leurs actions pour moins que le prix du marché aujourd'hui. Donc, tu dois payer une prime. Quel est le maximum que l'acquéreur est prêt à payer? Mais c'est la valeur de la compagnie, la valeur de la cible, plus la valeur totale de toutes les synergies qui vont être créées. Donc, le minimum que la cible est prête à accepter, c'est 2,628 millions. Et le maximum que l'acquéreur est prêt à payer, c'est 2,628 millions plus 227 000. Donc, la valeur maximale de la cible pour l'acquéreur, c'est la valeur de la cible plus la valeur de toutes les synergies. Donc, le maximum que l'acquéreur est prêt à payer, c'est le 2,628 millions, la valeur de la compagnie, plus 227 716 de synergie qu'elle croit être en mesure de créer. Alors, 2,855 millions. Alors, 2 855 954 et 39. C'est le montant maximum que l'acquéreur est prêt à payer. Parce que si tu payes 2,9 millions, je veux dire, tu as acheté la cible pour 2,6, tu as créé 227 000 de valeur, et alors tu as acheté quelque chose qui valait 2,855 millions, tu as payé 2,9 millions. Alors, tu as surpayé. Mais en 1999, pour cette compagnie, il y aurait eu un acquéreur qui aurait payé 4 millions. Alors, ça, c'était 1999 pour vous. Alors, avec le crash du dot-com en 1999 et en 2002, Long-Term Capital Management qui a crashé en 1999 et 2002. Alors, ces événements ont fait en sorte qu'après ce moment-là, on était un peu plus serré dans nos hypothèses. La cible va accepter aucune offre en dessous de 2,628 millions. Pourquoi? Aujourd'hui, probablement que la cible, ses actions se transigent à la bourse. Alors, c'était BMO, puis tu veux acquérir BMO. Aujourd'hui, les actions se transigent pour 96 les actions se transigent pour 96, 97 $. Alors, la cible, cette compagnie ne serait pas prête à accepter en dessous de 62,3 milliards. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui achète BMO, je pense qu'il va y avoir du brouhaha. Il n'y a personne qui veut acheter BMO. Mais si tu étais en théorie pour l'acheter, on devrait être capable d'acheter BMO pour plus que 96,94 $ par action. L'acquéreur, OK, alors la cible, BMO n'accepte rien en dessous de 2,628 millions. L'acquéreur n'offre rien en haut de 2,855 millions. Alors, entre les deux points, il y a un point de négociation. Alors, si on offre 2,7 millions, il va y avoir de la valeur créée pour la cible. Si la cible accepte, il va y avoir de la valeur créée. Il va y avoir 62 000 $ qui va être créé pour la cible. Alors, du 227 000, il y en a 62 qui va aller à la cible. Et il va rester 155 000 qui va aller à l'acquéreur.